On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui à Marie-Claude Lemieux de Saint-Jean-sur-Richelieu qui, en 1998, à l'âge de 26 ans, est devenue tétraplégique à la suite d'un accident de voiture. Elle a repris les choses en main, elle a repris sa vie en main et là, maintenant, elle pilote même une cause, celle d'Opération Enfant Soleil, pour qui elle va faire un souper spectacle bénéfice au mois de mai prochain. On la reçoit à l'instant. Samedi, le 16 mai 2015, souper bénéfice au profit d'Opération Enfant Soleil s'est présenté à l'érablière Meunier, dans le rang des 54, à la limite de Saint-Athanase et de Richelieu. Pour nous en parler, Marie-Claude Lemieux qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Donc, vous êtes de Saint-Jean-sur-Richelieu? Oui, je suis née ici. Et bon, évidemment, on le constate, vous êtes en fauteuil, vous êtes tétraplégique. On va parler de vous, puis ensuite de ça, on va faire le lien aussi avec l'événement que vous chapeautez. Parce que d'où vient cette implication au sein d'Opération Enfant Soleil? Moi, c'est en 2013, après avoir passé 6 mois au lit à cause d'une plaie au coccyx. Lorsque j'ai eu le feu vert, c'est long, très long, 6 mois. Et quand j'ai eu le feu vert de pouvoir rembarquer dans mon fauteuil et commencer à faire mes activités, là, j'ai eu envie de faire toutes sortes de choses, dont m'impliquer dans une cause qui me tenait à cœur. Et moi, j'ai choisi celle des enfants malades pour Opération Enfant Soleil parce que c'est, selon moi, un organisme qui a fait ses preuves. Elle a été fondée en 1988. Et donc, je pense que les enfants ont droit à des soins de qualité dans les centres de pédiatrie, les hôpitaux du Québec. Alors, pour moi, c'est vraiment une cause qui me tient à cœur. Donc, en 2013, j'ai contacté l'organisme pour pouvoir faire une première levée de fonds qui s'est passée l'année dernière, en avril 2014. Et moi, pour cette journée-là, j'avais décidé d'animer une conférence sur la détermination et la persévérance. Dans le fond, c'est pour parler un peu de mon parcours de vie. Comme j'ai eu un accident en 1998, je suis devenue tétraplégique. Pour moi, c'est important de partager mon expérience de vie avec les gens pour les sensibiliser et en même temps leur donner d'espoir, leur dire que même si parfois on vit des moments difficiles, on peut s'en sortir, on peut vivre, être heureux dans la vie. À la base, techniquement, il n'y a pas de lien entre votre état d'aujourd'hui, votre accident et Opération Enfant Soleil. Certains diront qu'il y a des causes également qui s'adressent davantage aux personnes handicapées qu'à Opération Enfant Soleil. Mais pour vous, quel est le lien que vous tracez entre votre expérience de vie et Opération Enfant Soleil? Moi, je me sens privilégiée dans la vie parce que, je suis en santé. J'ai des enfants, j'ai 3 enfants qui sont en santé aussi. J'ai rencontré mon conjoint il y a 11 ans, que j'ai connu après avoir eu mon accident, qui lui aussi a 3 enfants qui sont en santé. Donc, on a 6 enfants à 2. Donc, c'est vraiment un univers pour moi. Les enfants, j'ai vraiment... moi, j'avais quelqu'un qui m'a déjà dit que mon cœur vibrait avec celui des enfants parce que je me sens bien. C'est enrichissant pour moi de partager des moments avec eux. Là, je suis convaincu, si les gens ont été attentifs à votre réponse, probablement que la première phrase que vous avez prononcée en a fait sursauter plus d'un. Vous avez dit « Je suis privilégié, j'ai des beaux enfants, je suis en santé ». Les gens vont dire « Mais cette fille-là a eu un accident, elle est en fauteuil roulant et elle vient nous dire « Je suis privilégiée dans la vie ». Oui. Expliquez-nous d'où vient ce sentiment-là que vous avez en vous. Parce que les gens, ce que vous appelez probablement les debout, là, comme moi et d'autres, là, on va dire, bien voyons donc, la fille elle est en fauteuil, elle a une vie plus difficile que moi. Donc, en quoi êtes-vous privilégié par la vie? Bien, c'est sûr que si vous m'auriez posé la question il y a 16 ans, ça aurait La pas réponse été... devait être différente un peu. Oui, parce que ça a été très, très difficile. Ça prend plusieurs années d'adaptation. Puis c'est sûr que j'ai pensé que ma vie était finie, que je ne serais jamais heureuse. Mais avec les années, j'ai appris à vivre comme ça. Et moi, je vis beaucoup dans le moment présent. Je suis une personne très positive parce que
j'ai réalisé que quand je suis négative, je me sens pas bien intérieurement. Donc, je veux rester dans le positif, puis ça m'arrive parfois, je suis humaine, d'être un petit peu déprimée, mais je me ramène tout de suite dans le positif parce que, comme je vous dis, j'ai ma famille autour de moi, j'ai plein de gens qui m'entourent, là, Est-ce que sont le là. positivisme dans votre vie est arrivé au moment où vous avez accepté votre état? Est-ce qu'on l'accepte vraiment? Est-ce qu'il y a un moment où, parmi les émotions qu'on peut traverser dans tout ce que ça implique le lendemain là, d'un accident et le résultat final, est-ce que pour vous, il y a une forme d'acceptation? Est-ce que ça existe, ça? Oui, aujourd'hui, je peux dire que j'accepte vraiment mon handicap. Puis, moi, dans le fond, il faut se trouver une motivation. Ma première motivation, moi, ça a été de voir grandir mes enfants. Je me suis accrochée à ça. C'est important. Mes enfants étaient jeunes, 8 ans, 3 ans et 1 an, quand ça m'est arrivé. Donc, je voulais vraiment voir grandir mes enfants. Et par la suite, avec le temps, bon, j'ai découvert toutes sortes de choses. Bon, aller voir des spectacles d'humour, au cinéma. Bon, Vous vous êtes refait une vie, là, oui, c'est ça? ça. J'ai comme ça. Puis, à ce moment-là, par la suite, bien, j'ai eu comme motivation d'être heureuse dans la vie. Bon. Comment ça s'est produit, l'accident? Vous aviez 26 ans, c'est un accident de la route? Oui. Une perte de contrôle. Moi, je suis partie un matin assez perturbée émotionnellement parce que ça allait pas bien au niveau du couple. Et puis, j'avais toutes sortes de tracas. Et moi, j'étais quelqu'un de très prudent. Ce matin-là, j'allais travailler et bon, je roulais plus vite qu'à mon habitude. Et malheureusement, c'est ça, il y a un animal qui est passé. Je suis comme de... C'est dur à expliquer. Des fois, on ne sait pas pourquoi on a réagi d'une certaine manière. C'est arrivé, je pense que ça avait arrivé. Et donc, c'est comme ça que j'ai su que j'étais devenue tétraplégique. Est-ce que vous êtes un peu bête, mais culpabilisé, autrement dit, l'état émotionnel dans lequel vous étiez cette journée-là a fait en sorte... Est-ce que pour vous, il y a vraiment un lien entre l'état émotionnel dans lequel vous étiez puis le fait d'avoir eu l'accident, ou un accident, c'est un accident? Non, il y a vraiment un lien. Pour vous, il y a un lien, oui? Oui, parce qu'on parle souvent de ne pas prendre de drogue, d'alcool, de pas... quand on est fatigué aussi, ça peut être dangereux, mais si on n'est pas attentif à la route, on est les yeux dans l'eau, puis ça aussi, ça peut être dangereux parce que... Avez-vous fait la paix avec ça? Est-ce que vous en êtes voulu? Oui, je m'en suis voulu. Longtemps, oui? Je m'en suis voulu, puis maintenant, j'en parle un peu plus, mais j'ai été longtemps que je voulais pas expliquer ce qui était arrivé parce que j'avais honte aussi. Je me disais, voyons, c'est tellement niaiseux, mais moi, je pense que c'est comme ça. Donc, quand vous aviez 26 ans, hein, c'est ça, à ce moment-là, en 98, donc vous aviez 3 jeunes enfants? Oui. À ce moment-là. Vous travailliez dans quel domaine à l'époque? Moi, j'ai été plusieurs années à avoir une garderie à la maison. Puis, comme ça allait pas bien dans mon couple, je voyais la séparation qui s'en venait. Alors, j'avais commencé à travailler c'était à Carignan, c'est une usine. En attendant de savoir un peu qu'est-ce que j'allais faire, peut-être trouver une solution à ce qui arrivait. Puis c'est ça, sur le chemin de la... J'avais peur d'arriver en retard ce matin-là, fait que je roulais un peu plus vite. Quand vous avez eu, je ne sais pas est-ce que vous avez repris conscience rapidement après l'accident? J'ai pas du tout perdu conscience. Jamais perdu conscience? Non, ça fait que je suis très nerveuse sur la route maintenant. À quel moment avez-vous eu le diagnostic final? Moi, je me souviens très bien, quand je suis arrivée à l'hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu, j'ai entendu les gens dire on va lui passer une radiographie et si c'est trop grave, on l'envoie à l'hôpital Charlemagne. Et là, j'ai prié pour que ce ne soit pas ça qu'on me dise. Puis c'est là, j'ai entendu qu'on fallait m'envoyer à l'hôpital Charlemagne. Je ne me souviens pas du tout du chemin. Je me souviens là-bas, avant l'opération, que les gens me pleuraient. Puis moi, je pense que j'étais sous médication parce que je ne comprenais pas trop la gravité
dans mon état. Mais par la suite, oui, ça a été tout un choc d'apprendre ça parce qu'au début, mes bras bougeaient presque pas. Là, quand même, je suis capable de faire... un peu, ouais. Oui, je suis capable de faire des choses avec mes bras. Je me débrouille quand même assez. Mais au début, je bougeais presque pas. Alors, je savais même pas si j'étais capable de pouvoir faire des petites choses avec mes bras. Donc, c'est assez décourageant. Quand on est mère de famille, 26 ans, 3 jeunes enfants, puis là, vous étiez comme en instance de séparation ou quelque chose comme ça, la garderie, là, vous aviez un autre travail. Comment ça s'est passé dans les semaines, dans les mois, dans les années qui ont suivi? C'est certain que les enfants allaient à la garderie parce que moi, je ne pouvais pas nécessairement les garder à la maison. Mais j'ai été quand même en réadaptation assez longtemps parce que suite à, à l'hôpital, j'ai été 2 mois. Par la suite, 6 mois à l'Institut de réadaptation de Montréal. Et puis, après cette étape-là, moi, j'ai choisi de retourner à la maison, mais à continuer en clinique externe parce que ça prend plus d'1 an, une réadaptation comme la mienne. Donc, ça prend beaucoup de persévérance. Moi, je n'étais pas quelqu'un de persévérant. J'avais l'habitude de commencer des projets puis les laisser en cours de route. Là, il a fallu que je sois persévérante pour aller jusqu'au bout, pour être capable de faire le plus de choses possible par moi-même. Puis comme je vous disais, aujourd'hui, je fais des conférences pour les enfants, les adolescents, les adultes. Puis j'écris un livre aussi avec mes 2 jointures qui est quand même assez long. Et des fois, je fais des blagues. Je dis peut-être que je pourrais présenter mon livre d'ici 2030. Mais je travaille là-dessus, mais je me tiens occupée. Ce qui fait que dans le fond, de 98 à aujourd'hui, s'est écoulé 17 ans, donc vos enfants ont grandi. Vous vous êtes refait une vie. Votre quotidien ressemble à quoi aujourd'hui? Vous dites prononcer des conférences, on écrit un livre. Vos enfants, je ne sais pas quel âge ils ont aujourd'hui. Mon plus jeune a 18 ans. 18. Puis mon plus vieux, 25 ans. Puis je suis même grand-maman. Wow! Un petit garçon de 6 ans. Donc, votre quotidien ressemble à quoi aujourd'hui? Moi, je vais vous dire, souvent les gens peuvent penser que j'ai trop de temps devant moi, je m'ennuie. Au contraire, je manque de temps dans une journée parce que l'avant-midi, j'ai quand même des soins qui sont assez longs. Donc, l'après-midi, moi, j'aime beaucoup, je médite, je vais lire, écrire, comme je vous ai dit. J'aime beaucoup aller à l'extérieur, pas l'hiver, mais surtout l'été. Je fais beaucoup de choses à la maison, dans le sens que moi, mon conjoint travaille, mais tout ce qui est devoir à faire le ménage, le lavage, les repas, c'est mes recettes. Je participe avec les personnes. Je leur dis quoi mettre comme ingrédients, comment couper les légumes. Donc, c'est quand même mes recettes. C'est moi qui vois à payer les factures, à prendre les rendez-vous. Donc, je suis assez occupée, même si... Puis j'aime ça le dire aux gens parce que souvent, les gens qui ne me connaissent pas, ils sont certains que je m'ennuie. Je ne fais pas grand-chose dans une journée, mais... Ce qui n'est pas le cas. Non, parce que moi, le soir, je ne me couche pas très tôt, non, pas très tard, je veux dire. Donc, l'après-midi, je suis assez occupée. Donc, vous avez dit tantôt que vous prononcez des conférences. Donc, ça prend quelle forme, quelle fréquence dans une année? À qui vous vous adressez? C'est sûr que, moi, ça fait pas des années que j'en fais. Moi, je parle beaucoup d'attitude parce que je pense que c'est vraiment l'attitude qui fait toute la différence. Si on se lève le matin, on est de mauvaise humeur, on a le choix de passer la journée de mauvaise humeur ou bien de se dire, là, je change d'attitude, puis je me mets un sourire dans le visage, puis je profite de ma journée. Donc, je parle beaucoup d'attitude, je parle des différences parce que dans les écoles, c'est un sujet qui est important, là. Aussi, d'acceptation. Puis j'explique comment je me débrouille. Les enfants aiment ça, savoir comment je fais pour manger, comment je fais pour prendre quelque chose dans mes mains ou brosser mes dents. Donc, j'amène toutes mes aides techniques pour leur montrer. Puis, habituellement, les gens sont surpris et me disent que finalement, ils se rendent compte que les petits bobos de la vie quotidienne là, ou les petits soucis, c'est pas si pire que ça, finalement. On est dans une société où tout va extrêmement vite.
on est toujours en train de courir, puis même si on ne court pas, on court dans notre tête. Hein. C'est un train d'enfer, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand on est cloué à un fauteuil roulant, puis que là, ça peut-être pas aller aussi vite qu'avant, puis là, vous avez besoin d'aide ici ou là, il y a des trucs que vous pouvez faire, d'autres que vous ne pouvez pas faire. Au début, je ne sais pas, est-ce que ça génère un peu de frustration? Est-ce qu'après ça, beaucoup? Oui. Même encore aujourd'hui, je ne sais pas. Beaucoup moins. Ce qui est difficile, c'est, parfois, moi, j'ai des gens formidables qui viennent m'aider à tous les jours, mais ça arrive que les gens sont malades ou ne peuvent pas se déplacer. Alors là, moi, j'ai une petite liste de gens qui viennent à la maison et là, il faut que j'appelle une personne après l'autre, mais ça arrive des fois que je n'ai pas personne. Alors là, c'est là que je me sens le plus vulnérable parce que je me sens dépendante. Je me sens comme si j'étais en mode survie. Là, il faut absolument que je trouve quelqu'un. Et parce que je ne peux pas me dire, c'est pas grave, ce matin, je vais me lever tout seul. Je ne peux pas faire ça. J'ai besoin de quelqu'un. Donc, je dirais que c'est ces moments-là que je trouve le plus difficile. À part ça, moi, je me suis fait une idée là, de toutes les activités que je ne peux pas faire. Moi, je m'en fais plus avec ça. Je laisse mes enfants, mon conjoint aller faire des activités. Puis tout ce que je leur demande, c'est de prendre des photos, de me raconter leur journée, mais je ne vais pas les empêcher de faire des choses. Puis moi, je me suis rendu compte que ça ne donnait absolument rien de commencer à m'en faire, puis à me dire « Oh, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça », puis de déprimer. Non, je me sentirais pas mieux. Donc, pour vous, dans le fond, tout passe par l'attitude, là. Oui. Un mot à la mode, la résilience. Oui. Est-ce que c'est ça de la résilience? Oui, beaucoup. On a le choix d'être heureux ou pas, moi, je pense. Parce que c'est ça. Moi, j'ai choisi d'être heureuse. Là, si vous êtes en train d'écrire un livre, qu'est-ce que vous voulez mettre dans ce livre-là? Bien, moi, j'ai vécu énormément de choses dans ma vie. Là. Je vous dis, après l'accident, après l'accident, j'ai eu l'idée, par exemple, oups, excusez une petite passe, de faire construire une maison. Alors là, je n'ai pas été chanceuse. Moi, j'ai eu comme contracteur un oncle qui, lui, a profité de ma vulnérabilité et s'est mis des sous dans les poches. Donc, ça, j'ai vécu ça en même temps que la séparation. Donc, il y a beaucoup de choses qui est arrivées comme ça, là, qui est quasiment digne d'un film. Et puis, donc, c'est tout ça que je raconte. Puis comment moi, j'ai fait pour m'en sortir. Puis, même dans les moments les plus difficiles, qu'est-ce que j'ai trouvé comme solution. Puis, je me dis peut-être que ça peut aider les gens, mais avec aussi beaucoup de moments cocasses parce que je ne veux pas que ça soit lourd. Mais mes enfants sont très présents, c'est sûr, dans mon livre parce que c'est beaucoup leur amour qui a fait que j'ai passé au travers. Comment vos enfants ont-ils réagi au fil de ces 17 dernières années? Ou même le regard de leurs propres amis, le regard des enfants en général ou de vos propres enfants? Ça a été quoi? Bien, pour mes enfants, moi, c'est normal. Donc, je pense pas qu'ils me perçoivent comme quelqu'un d'héroïque ou mais par contre, des fois, les gens autour d'eux, justement, leurs amis, vont leur dire des choses comme « Oh mon Dieu, ta mère est bonne et courageuse. » Là, ils me regardent et ils disent « C'est vraiment, maman, que tu es courageuse. » Je pense qu'ils sont fiers de ce que j'ai accompli. Puis moi, je me dis, dans le fond, je vais montrer à mes enfants à se tenir debout, à être forts. Et si j'ai réussi, bien tant mieux. Ça a marché? Bien, je pense que oui, parce que c'est pas des enfants qui se plaignent de tout le temps. Moi, je suis pas comme ça, je suis pas plaignarde. Vous avez dit tantôt, en début d'entrevue, donc, l'idée de s'investir dans l'opération Enfants Soleil, là, vous est venue assez récemment, alors que vous aviez donc un petit problème de santé. Et là, de quelle façon vous le voyez? Parce que là, vous avez fait une activité, je pense, l'année passée, hein, c'est ça? Puis là, dans le fond, cette année, vous récidivez avec un souper bénéfice le 16 mai à l'Érablière Meunier. Donc, qu'est-ce que vous voulez que ça ressemble à quoi, cet événement-là? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Mais moi, j'aimerais ça pouvoir
donner un plus gros montant. L'année dernière, avec la conférence, on a quand même amassé 1 600 $. C'est quand même pas rien. Là, cette année, j'espère pouvoir amasser plus. Ça va être une belle soirée avec un souper porc et bœuf braisé. Donc, il va y avoir de l'animation aussi toute la soirée avec le chanteur Alexandre Bélair, qui est un chanteur d'ici, très talentueux. Il y a un répertoire assez varié. Donc, il va nous chanter, nous interpréter des chansons. Et en même temps, lui, il est quand même assez polyvalent. Donc, il va aussi être DJ pour faire danser les gens. Et comme moi, je voulais que ce soit une activité familiale, donc il y a un coin bricolage qui va être aménagé pour les enfants avec des maquillages. Donc, je pense que ça va être une très belle soirée, les gens. C'est sûr qu'avec le chanteur Alexandre Bélair, les gens vont s'amuser, ça, c'est certain. Donc, les billets sont en vente au coût de? 25 $ pour les adultes, 10 $ pour les enfants 6 à 12 ans et c'est gratuit pour les 0-5 ans. Pour les 0-5 ans. Donc, 25 $ pour les adultes. Les gens peuvent se procurer les billets de quelle façon? La façon, c'est de téléphoner au 450-357-1328. Et dans le fond, ils demandent Marie-Claude. Et là, donc, en vous contactant, ils vont pouvoir se procurer des billets pour cette soirée-là. Et ultimement, donc, les profits de la soirée seront remis à Opération Enfant Soleil pour le Téléthon qui va se faire quoi, début juin, c'est ça? Oui. Pour moi, ce serait le 7 juin, moi, que j'irai. L'année dernière, j'ai été remettre le montant et ça a été une belle expérience. Donc, c'est pour ça, cette année, je voulais recommencer. Qu'est-ce que ça fait de vous investir dans un projet comme celui d'Opération Enfant Soleil? Moi, je trouve que c'est très gratifiant de donner, que ce soit du temps ou des sous. C'est très gratifiant. Moi, en tout cas, l'année passée, autant ça m'a pris beaucoup d'énergie. Et là, j'aimerais souligner que je ne suis pas seule à faire ça. J'ai des amis qui m'aident à faire la promotion de la levée de fonds, à vendre les billets. Autant que ça m'a pris du temps, de l'énergie, je me disais, oh mon Dieu, je vais être épuisée à faire ça, mais c'était un bon épuisement parce que je me sentais tellement bien d'avoir apporté ça. Comme je vous disais, les enfants, c'était très important pour moi et je pense que les gens autour de moi aussi me disaient que ceux qui m'ont aidée, eux autres aussi, ça leur faisait du bien de faire le bien autour de soi. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les 5, 10, 15, les 20 et les 25 prochaines années? Bien, je me souhaite de continuer à avoir une bonne santé. Je souhaite aussi plus de conférences et terminer mon livre, pouvoir le publier. Avant 2030? Avant 2030, ça serait bien, oui. Oui, fait que c'est pas mal ça. Mais la santé, c'est beaucoup, hein? C'est vraiment beaucoup, la santé. Moi, je considère là, que... Donc, c'est pas mal... Est-ce que le fait d'être tétraplégique fait en sorte que vous avez une santé peut-être plus vulnérable sur certains aspects, que vous devez être un peu plus prudente? Oui, c'est surtout côté pulmonaire, là. Ah oui? Si j'ai un rhume, moi, ça peut être dramatique parce que j'arrive pas j'ai pas mes abdominaux, donc j'arrive pas à tousser fort. Donc, si j'ai des sécrétions, mais ça reste pris ici et je m'étouffe et je dois prendre l'antibiotique. Donc, c'est plus ça qui me fait peur. Quand on est dans le temps des grippes, là, je suis un petit peu peureuse. Là. Je surveille les gens là, qui se lavent bien les mains au savon pour faire attention vraiment parce que c'est ça, ça peut être... Pour vous, c'est un peu ça votre hantise, là? Oui, je suis un petit peu hypochondriaque là-dessus, les microbes, là, mais... c'est ça, c'est pas mal ce qui pourrait être dramatique pour moi. Marie-Claude Lemieux, merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, on invite les gens, donc, si vous avez bien sûr des conférences et votre livre éventuellement, avant 2030, souhaitons-le. Et bien sûr, cette activité, on le rappelle, donc du samedi 16 mai à l'érablière Meunier, dans le rang des 54, à la limite de Saint-Athanas et de Richelieu, à compter de 18 h. Donc, un souper bénéfice au profit d'Opération Enfant Soleil. Et puis, bien sûr, c'est 25 $ le billet pour les adultes, 10 $ pour les 6 à 12 ans. Les 6 à 12 ans. Présence d'Alexandre Bélair également. Donc, c'est un souper bénéfice, mais c'est un souper spectacle aussi en même temps. Donc, présence d'Alexandre. Et bien sûr, les profits seront remis à l'occasion du Téléthon Enfant Soleil au début du mois de juin de cette année. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Durant la semaine de relâche, la relâche scolaire, Action Art Actuel offre des cours de bande dessinée. Donc, si vous avez des enfants qui ont peut-être le doigté, qui ont ce talent, vous pouvez bien sûr les contacter. Les coordonnées sont en bas d'écran. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. Nous, en fait, on fait la captation du Conseil le premier et le troisième lundi du mois. Et les 2 mercredis suivants, on vous présente des extraits du Conseil. Et l'émission se retrouve également sur notre site Internet. Télébingo, c'est à tous les dimanches matin, 9h30 en direct au câble 9, ne pas confondre avec le 609. 3 500 $ en prix, dont la carte pleine qui est à 2 000. 30 dépositaires sur le territoire que l'on dessert, MRC au Richelieu, MRC Rouville également, et pour les gens de Farnham, Chambly, tout ce secteur-là, bref, toute la région que l'on diffuse, on a des distributeurs pour les cartes. Vous allez sur le site Internet ou vous téléphonez ici à la télé pour avoir la liste. Les coordonnées de la télé, les coordonnées pour me joindre plus facilement par courriel, ericlatour@tvhr9.com. Visitez notre site Internet pour voir et revoir les entrevues que vous avez manquées. Et vous pouvez nous aimer sur Facebook et nous suivre sur Twitter. À demain. Bye-bye.